L'histoire que je vais vous raconter s'est passée à Ploufragan, grande commune de 10 000 habitants près de Saint-Brieuc. C'était par une belle journée que tout a commencé comme un conte de fées. Il neige en Bretagne en ce début d'année 2005. Ce n'est pas coutume. Tous les oiseaux ne sont pas habitués à ces rigueurs hivernales. Notre chat Réglisse a même du mal à circuler avec ce tapis blanc et ses coussinets sont gelés. Et puis je vais rentrer au chaud près de la cheminée, dans ma boîte à chaussures. Ce n'est pas un temps à mettre un chat dehors. Profitons-en pour manger. En hiver, les oiseaux consacrent la quasi-totalité de la journée à rechercher de la nourriture, notamment pour résister au froid. Et cela n'est pas facile. Leurs besoins énergétiques pour maintenir leur température corporelle augmentent tandis que les ressources alimentaires diminuent, jusqu'à devenir rares ou non accessibles à cause de la neige ou du gel. De plus, les jours sont courts, ce qui leur laisse beaucoup moins de temps pour rechercher leur ration quotidienne. Vous pouvez facilement leur donner un petit coup de pouce pour passer cette période difficile en leur donnant à manger. Vous pouvez créer, vous aussi, un refuge LPO et adhérer à la Ligue pour la protection des oiseaux, comme moi. Je suis sur la commune de Saint-Donant, près de la base nautique de Ploufragan, appelée plus communément Saint-Barthélemy. Je pars à la recherche d'un couple de faucons cresserelles. Son territoire peut s'étendre en moyenne sur 3 km². Selon les régions et les hivers rudes, les faucons peuvent migrer. Profitons que la neige est dégagée par endroits pour rechercher quelque nourriture à se mettre dans le bec. Les temps sont durs en ce moment. La neige recommence à tomber un peu. Je cherche dans la vallée du Goëlo toujours mon couple de faucons qui s'est installé dans le coin. Mais peine perdue, il y a trop de neige et puis ils ont sûrement trouvé un bon abri pour se protéger du froid. Et puis j'aurais pu faire plus de recherches dans les livres. Les faucons cresserelles vivent plutôt dans les étendues non boisées. Le soleil matinal du printemps commence à réveiller la végétation. La saison de reproduction, qui peut durer plusieurs semaines chez les oiseaux, commence par la création d'un territoire. Celui-ci doit accueillir le nid et subvenir aux besoins alimentaires de toute la famille. La création de ce territoire s'avère d'autant plus indispensable lorsque les ressources sont limitées. Sa taille va donc dépendre de l'abondance et de la répartition de ces ressources. Dès la fin de l'hiver et jusqu'au cœur de l'été, les chants des oiseaux résonnent de tous côtés. Chacun y va de sa ritournelle, répétée inlassablement des milliers de fois par jour. Véritable musique avec des mélodies, des refrains, des variations ou simples répétitions monotones de 2 ou 3 notes, cela n'a pas d'importance. Seul compte le fait qu'une espèce ait son chant propre, délivrant son message à tous les membres de la famille. Cet assenteur mouchet prend un bain de soleil.
que c'est agréable de se réchauffer ainsi. Je peux dire que mon histoire commence vraiment maintenant, à l'occasion de la prestation que j'ai réalisée dans le cadre de l'université d'été de Ploufragan en août 2004. Après le premier film que j'ai réalisé, Vivre avec les oiseaux, j'ai fait connaissance avec quelques personnes qui avaient des oiseaux dans leur jardin. L'une d'entre elles connaissait un endroit à Ploufragan, près de chez elle, où nichait depuis 1 an un couple de faucons cresserelles que je cherchais tant. En plus, ils n'étaient pas installés loin de chez moi, dans un coin bien tranquille. On peut même dire en campagne avec Jules Lecoq et ses poulettes, qui ne prêtaient pas toujours attention à eux. Ils étaient installés dans un des 4 trous de mur qui servent à aérer un grenier. Bien sûr, ils ne pouvaient pas rentrer à l'intérieur de la maison, car c'était calfeutré avec de la laine de verre. Au début de l'année, le rendez-vous était pris avec les charmantes propriétaires qui me montrèrent leur grenier et leur protégé. Avec leur accord, il fallait que je me dépêche pour fabriquer une sorte d'étagère pour poser mon caméscope numérique à l'intérieur du grenier. La période de la ponte approchait à grands pas. Il ne fallait pas oublier de réaliser un trou pour passer l'objectif du caméscope. Je ne suis pas spécialement bricoleur, mais cette fois j'étais assez content de mon travail. Il ne reste plus qu'à installer l'étagère avant que les faucons ne viennent pondre. Il ne faut pas louper l'unique couvaison. Ensuite, il faut bien boucher l'entourage avec du foin. Et comme dernière étape, mettre le caméscope en place qui va rester au moins 2 mois pour filmer la ponte et jusqu'à l'envol des petits, en espérant que ça va marcher. Pour filmer en général tous les oiseaux, je prends beaucoup de précautions. Il ne faut surtout pas qu'ils abandonnent leurs petits. Ça ne m'est pas encore arrivé. Au départ, je ne filme que les œufs, et j'attends que les oisillons naissent pour intervenir avec mon caméscope, en le laissant fonctionner pendant au moins 1 heure. Quand je les filme, je ne suis pas là et les parents ne voient qu'un drôle d'appareil placé le plus loin possible sur un trépied, une échelle, une branche. Dans la maison voisine, pour filmer l'entrée de leur nid, je pouvais installer une autre caméra à un petit Velux. J'allume mon caméscope et je vérifie que c'est bien cadré et je m'en vais pendant une bonne heure chez moi et ça fonctionne tout seul. Dans mon jardin, nous allons suivre également un couple de mésanges bleus. Elle est là, dans le prunier, vive, agile, fugitive, à l'image de ces bulles de savon, légères, impalpables, insaisissables. Elle aussi garde son futur territoire. Nous retournons voir les rapaces où ils en sont. Ça fait quelque temps que je ne suis pas venu depuis ma petite installation. Surprise! 4 œufs d'un poids de 21 grammes. Ils sont pondus tous les 2 jours ou 3 jours. Il peut y en avoir entre 3 et 7. Je vous présente la femelle. Elle se reconnaît à sa tête brune roussâtre, de la même couleur que le reste du corps. Et puis sa queue est barrée de rayures noires, c'est facile.
Pour faire leur nid, la plupart des rapaces sont très exigeants. Mais le faucon cresserelle, lui, peut utiliser un vieux nid de pie ou de corneille, un trou dans un mur ou au sommet d'un pylône électrique, le dessous d'un pont ou un nichoir artificiel. Certains nichent même par terre, dans les dunes. Mais jamais ils ne construisent eux-mêmes leur nid. Et ils n'apportent même pas quelques brindilles pour le rendre plus confortable. Voici maintenant le mâle qui fait une visite rapide du logis. Je vous le montrerai plus longuement plus tard. Retrouvons la femelle que je vous ai présentée tout à l'heure. Perché, le faucon cresserelle paraît tout petit. Avec ses 35 cm de hauteur, c'est un poids-plume dans le monde des rapaces. La buse est 4 fois plus grosse que lui, tout comme son redoutable cousin, le faucon pèlerin. Pourtant, le petit cresserelle est un chasseur terrible. Chaque matin, avant de partir en chasse, il vérifie ses armes. Le plumage avant tout doit être impeccable. S'il est sale et en mauvais état, le vol sera moins souple et les attaques moins fulgurantes. Avec précaution, le faucon le lisse de son bec, en soignant particulièrement les longues plumes des ailes, les rémiges, et celles de la queue, les rectrices. Ce sont elles qui assurent la vitesse et l'adresse de son vol. Première arme, la vue. Le faucon peut repérer les mouvements d'un campagnol à plus de 100 mètres. Deuxième arme, le bec. Il permet de tuer d'un coup lorsque les serres ne suffisent pas. Troisième arme, les serres. 3 doigts devant et un derrière prennent en tenaille la victime qui est lacérée par une étreinte mortelle. Quatrième arme, le vol en Saint-Esprit, ou vol sur place, dont le cresserelle est le grand spécialiste. Ça y est, il est prêt pour la chasse. Il s'envole, puis s'immobilise dans le ciel en jouant avec le vent. Les plumes de la queue en éventail, il bat rapidement des ailes, sa tête reste parfaitement immobile, le regard fixé vers le sol. Tout en bas, à 30 mètres en dessous de lui, il repère le moindre frémissement de l'herbe. Sous le sol de cette prairie, les galeries de souris et campagnols sont nombreuses. Un véritable labyrinthe. Gare à celui qui s'aventurera hors de son trou. Là, quelque chose a bougé. C'est un petit rongeur. Un simple resserrement des ailes entraîne le faucon en chute libre, 15 mètres plus bas. La souris ne se doute de rien. Elle continue de grignoter, confiante, croyant être cachée dans la forêt d'herbe qui l'entoure. Tout à coup, le faucon se laisse tomber en piqué comme une pierre, la tête en avant. Au dernier moment, il se retourne, écarte les ailes et saisit sa victime avec les serres. Un coup de bec et c'est fini. Certaines années, à la fin de l'été, les campagnols et souris pullulent. Il peut y en avoir 1000 par hectare, c'est-à-dire dans un carré de 100 mètres de côté. Retournons à Ploufragan, où Rita monte la garde. Chut. Tandis qu'à l'intérieur, la femelle faucon commence à couver ses œufs. Avril arrive. Maintenant, c'est le moment de faire le nid. À elle seule, la femelle mésange bleue ramasse des provisions de mousse pour édifier les fondations. Ce nid est composé de mousse, d'herbes sèches, de racines. Les bords sont tapissés de crins d'animaux, de brins de laine, qui abriteront la ponte et lui assureront une bonne isolation thermique. Sous la garde du dragon du zoopole, notre femelle décide de sortir un peu pour se dégourdir. Le caméscope va nous montrer ce qui se passe à l'intérieur du trou. Un 5e œuf vient d'être pondu. La femelle commence souvent à couver avant d'avoir pondu tous ses œufs. C'est pour cela que tous les petits ne naissent pas le même jour.
Enfin, je vous présente le mâle. Le mâle est plus coloré. Sa tête est d'un joli gris ardoisé. Sa queue, grise également, n'a qu'une seule grosse barre noire à l'extrémité. La femelle se charge de la quasi-totalité de l'incubation, le mâle se contentant de couvrir les œufs pendant que la femelle mange les proies qu'il lui apporte. Mais à peine partie, la revoilà de nouveau. Alors s'engage un long discours. Vous pouvez imaginer leur discussion. Mais pour moi, je pense que la femelle veut retourner couver ses œufs. Sans bagarre, le mâle laisse sa place et va au ravitaillement, car c'est à lui de trouver à manger. Pour la femelle, les longues heures de couvaison ne sont coupées que pour la rotation périodique des œufs. Elle s'y prend avec son bec, en leur imprimant un mouvement qui fait tourner les œufs et modifie leur position dans le nid. Je n'ai pas pu filmer le premier œuf qui a été pondu un jour avant. Regardez bien ces petits œufs. Un bel exploit pour un oiseau qui ne pèse guère plus qu'une pièce d'1 €, soit 10 ou 12 grammes. Les œufs sont blancs et piquetés de points rougeâtres qui forment souvent une couronne près du pôle arrondi. Et maintenant, la femelle va ajouter un œuf à sa couvée chaque matin et se couche chaque soir avec le prochain œuf déjà formé. Au total, il y en a 9. L'incubation dure 13 à 14 jours. Voici l'époque très attendue des oiseaux, le printemps avec ses naissances. Pour 2 jours au petit, 100 000 oiseaux autour du monde ont pris leur vol pour une ronde, ronde d'amour et liberté. Pas de frontières pour l'amitié. 100 000 oiseaux comme dans un rêve. C'est comme un espoir qui se lève. Bruissement d'ailes à l'infini qui nous fait dire c'est beau la vie. Le rouge-gorge gonfle ses plumes, le hibou chante sous la lune, les aigles d'or tournent en rond dans le soleil vers l'horizon. Moineaux des champs, pigeons des villes, vivre longtemps n'est pas facile. Et si l'on veut vous écouter, Le mâle crie de joie pour l'annoncer dans le quartier. Au matin du 29e jour, l'aîné est sorti de sa coquille, tandis que le deuxième commence à éclore. La femelle en profite pour manger un campagnol que vient d'apporter le mâle.
Il n'a que quelques heures et déjà on l'entend piailler. À la naissance, le petit est déjà recouvert d'un duvet tout blanc. Il pèse 15 grammes. Il ne faut pas qu'il prenne froid, et puis il y a encore 4 œufs. Régulièrement, son compagnon arrive à tire-d'aile, une proie dans le bec. Après quelques roucoulades excitées, elle prend le campagnol et part le croquer un peu plus loin, histoire de se dégourdir un peu les ailes. Pendant ce temps, le mâle réchauffe les œufs. Il reste en admiration devant son bébé. La femelle rapporte le reste du repas. Le deuxième commence à percer sa coquille. Pendant ce temps, dans le nichoir des mésanges bleus, grands témoins, ils sont nés. Les 9 sont tout nus, tout roses. Ils ont un peu de duvet sur leur grosse tête. On dirait qu'ils ne peuvent pas la tenir. À la place des yeux, ils ont 2 grosses bosses bleues. Et ils ont déjà un bec. Un grand bec jaune orangé, grand ouvert. Ils l'ouvrent chaque fois que les parents arrivent. Un des parents part et revient au nichoir, une chenille verte au bec. Puis il en ressort bientôt. 2 minutes après, il est encore là, avec une autre chenille. Il en faut des voyages pour nourrir ses affamés. Chaque bébé reçoit de 30 à 70 béquets par jour. œufs de papillon au début, puis araignées, chenilles, petits papillons. On peut parler ici d'un véritable pont aérien entre les feuillages alentours et le nid. Ce jour, j'ai fait pas mal d'allers-retours pour filmer les faucons et mes ans. Et chez les faucons, Rita semble un peu énervée avec toute cette agitation. Dans la cour, les hirondelles attendent également leurs petits. Tandis que les étourneaux sansonnets nourrissent les leurs. Quelques heures avant, à l'intérieur de sa coquille, le deuxième a percé la poche d'air et il respire pour la première fois de sa vie. Les parents sont avertis de l'imminence de l'éclosion par ces petits cris. Ils ne vont pourtant rien faire. En effet, c'est au poussin de rompre seul la coquille. Aidé par la petite pointe dure qu'il a au bout de son bec, le diamant, il va progressivement fendre l'œuf.
Le second a beaucoup de mal à sortir. Ah, ce n'est pas facile la vie quand il faut se battre dès les premiers instants. La mère arrive pour les réchauffer. Nous sommes toujours dans la journée du 21 mai et le second n'est toujours pas sorti. La femelle n'aime guère quitter le nid à ce stade critique, même pour peu de temps. La femelle leur apporte un mulot pour leur premier repas, tout au moins pour l'aîné. Poussant avec ses pattes et la tête, il sort au bout de plusieurs heures. Épuisé, le voici enfin à l'air libre. Ils se tiennent chaud. La femelle vient d'apporter une proie. C'est toujours elle qui la découpe et la donne à manger aux poussins. C'est leur premier repas, les premières bouchées de viande. Ce n'est pas facile. Elles sont vraiment adorables. Il faut à chaque instant arranger l'intérieur du nichoir, lui donner de la souplesse en remontant un peu la mousse. Le lendemain, les deux oisillons se portent bien.
Ce sont les petits rongeurs qui, avec 64 à 95% des proies apportées au nid, constituent l'essentiel du régime du cresserelle, le lieu et surtout la saison pouvant largement modifier ses proportions. Viennent ensuite les insectes, dont la part varie de 16 à 25%, mais qui dans certains cas représentent 76% des proies identifiées dans les pelotes de réjection. C'est dire l'efficacité de l'aide apportée par le cresserelle à l'agriculture. Petits oiseaux, lombrics, lézards et quelques grenouilles complètent le menu, la ration quotidienne moyenne ayant été évaluée à 2 ou 3 campagnols par adulte. Le rythme de croissance des poussins est rapide. Ils peuvent doubler leur poids à l'éclosion en 1 ou 2 jours et atteindre leur poids adulte en moins de 3 semaines. Les poussins sont revêtus d'un fin duvet dès l'éclosion, mais il ne suffit pas à l'isolation thermique. Aussi doivent-ils être réchauffés jusqu'à ce qu'un second duvet, plus fourni, pousse et leur permette de mieux contrôler leur température interne. Cela se produit vers 2 semaines, après quoi la femelle ne couve plus ses jeunes. Le mâle leur apporte une autre proie. Ils sont encore trop petits pour avaler tout ça. Ce sera pour une autre fois. La femelle surveille les alentours à cause d'autres prédateurs. Attention à la pivoleuse. Si elle en a l'occasion, elle n'hésitera pas à attaquer ses jeunes poussins. Un des parents leur emmène une chenille. Mais je crois que c'est l'heure de la sieste. Et puis on a assez mangé pour l'instant. Les voilà seuls, mais pas pour longtemps. Déjà 6 jours, elles grandissent vite. On les voit à peine, cachées dans la mousse.
Celui qui pépira le plus fort sera le premier servi. Et s'il n'y en a pas assez pour tout le monde, tant pis pour le dernier. Sur la couvée, 3 œufs n'ont jamais éclos. Peut-être n'ont-ils pas été fécondés ou ont-ils mal supporté les changements de température. Cela arrive souvent. De toute façon, les parents auraient eu du mal à nourrir 5 petits becs affamés. Pendant les 2 premières semaines, la femelle ne quitte presque pas son lit. Tout son temps est consacré aux poussins. Quand des oisillons ont faim, leurs appels incessants signalent leur présence aux animaux carnivores. Parmi ceux-ci, le chat domestique est le plus redoutable. Mais rassurez-vous, les mésanges sont très méfiantes. Elles ne vont pas tomber dans les griffes du chat. Les yeux commencent à s'ouvrir à la vie et le plumage apparaît. Au lieu de se trémousser pour demander leur pâture, ils se tournent vers leur mère et la nourriture arrive toujours. Lorsqu'ils quitteront le nid, ils auront mangé quelques 10 000 chenilles. La mère s'en va pour chasser. Il faut absolument attraper des mulots pour nourrir ses rejetons. Comme tous les animaux chasseurs, le faucon ne réussit pas ses attaques à tous les coups. Bien souvent, il repart les serres vides. Mais elle doit à tout prix parcourir son territoire au-dessus de Saint-Barthélemy à la recherche d'une proie. C'est bon, elle a réussi à ramener un mulot pour ses petits.
En ouvrant le nichoir, stupeur. 2 petites mésanges sont mortes. Les 5 autres sont bien plus emplumées. C'est à ce moment-là que la mésange bleue qui reste investit sans doute un maximum d'efforts dans l'élevage. Nous retrouvons notre coin de campagne avec mes animaux favoris, Rita et Jules qui est toujours bien accompagné. C'est bon, elle a réussi à ramener un mulot pour ses petits. Dès qu'un adulte apparaît au nid avec une proie, les jeunes les plus affamés dressent verticalement leur cou et ouvrent leur bec pour que le parent y dépose l'aliment, le plus souvent une chenille. Cela fait 17 jours que la mésange nourrit ses 3 derniers petits. Ils sont prêts à quitter le nid. Elle n'arrête toujours pas le va-et-vient en apportant toujours des chenilles. Maintenant, les dernières mésanges grandissent bien, tandis qu'évoluent les carpes koi et poissons rouges dans le bassin. Tiens, les petits vont changer de repas aujourd'hui. Un oiseau. Mais je ne sais pas de quelle variété il s'agit, vu l'état dans lequel il est. Le premier duvet blanc est remplacé la 2e semaine par un duvet gris rosé. Les plumes apparaissent à partir du 20-25e jour et le plumage est complet à 1 mois. Il fait beau. À l'intérieur du nichoir, branle-bas de combat.
Les deux dernières s'exercent à voler. Les voilà enfin sortis du nichoir. Au bout de 20 jours, les petits poussins fragiles sont devenus des gaillards costauds et affamés. Le mâle ne suffit plus au ravitaillement, la femelle s'y met à son tour. Tout est bon, campagnols, mulots, sauterelles, lézards, grillons, hannetons, musaraignes, taupes, vers de terre, petits oiseaux n'ont qu'à bien se tenir. Même les chauves-souris doivent se méfier. L'oiseau chasseur fond sur tout ce qui bouge. Doucement et prudemment, les deux jeunes s'avancent. L'un après l'autre, 10 à 20 fois dans la journée, mâles et femelles apportent des proies au nid. À leur arrivée, les jeunes faucons se mettent à crier et à sautiller. La naissance des petits correspond normalement à une période de grande abondance de proies dans la nature. Mais quand les printemps sont froids et pluvieux, nourrir les petits devient presque impossible. Petit à petit, les bruits s'estompent. Seul le chant des merles interrompt le silence qui s'installe. Une belette se faufile entre les herbes. C'est leur tour de partir en chasse. Le faucon leur a passé le relais pour la nuit. Il s'est tranquillement installé sur son perchoir nocturne, à l'abri du vent, de la pluie et des fouines en maraude. On entend le ululement d'une chouette hulotte. Le faucon dort, la tête sous l'aile. Je profite que presque tout ce petit monde s'endort pour lancer un appel. Je suis à la recherche oiseaux de la nature à filmer. Les images qui vont suivre ont été faites à la suite d'un appel téléphonique me disant qu'un oiseau venait sur leur portique à la tombée de la nuit. Alors ne m'oubliez pas, merci. C'est une chouette hulotte, magnifique. Surnommée également le chat huant, la hulotte est le plus connu des rapaces nocturnes.
corps trapu, tacheté avec des couleurs pouvant varier du gris au brun roux. Grosse tête arrondie avec en son centre 2 grands yeux noirs séparés par un triangle dont la base part du haut du crâne pour rejoindre le bec. C'est un terrible chasseur, surtout dans la totale obscurité. Elle vit dans les bois, forêts, jardins parfois très proches des maisons, voire même dans les maisons. Les rapaces nocturnes jouent aussi un rôle important dans l'équilibre naturel. Ces oiseaux de nuit possèdent en outre des particularités extrêmement intéressantes. L'ouïe, qui leur permet de percevoir les fins cris d'un rongeur à une vingtaine de mètres, de le localiser exactement et de fondre directement sur lui. Le plumage, caractéristique, qui amortit les bruits de battements d'ailes et rend leur vol extrêmement silencieux. Et la vue, tout à fait adaptée à une perception dans l'obscurité. Je suis venue plusieurs fois pour la filmer, et cette fois-ci, j'ai emprunté à un collègue sa caméra infrarouge. J'ai pu surprendre cette chouette en pleine chasse. Son vol ample, ouaté, serre en avant, elle plonge sur une proie. Magnifique image. Le jour se lève sur Ploufragan. Pas facile de filmer ce jet des chênes, car c'est un oiseau plutôt craintif. Le mâle leur apporte toujours des campagnols. Par moments, dans la journée, il est déconseillé de rester en dessous de leur nid. Vous comprenez pourquoi maintenant? Les jeunes commencent à découvrir de plus en plus le paysage qui les entoure. Les jeunes sont aux aguets du moindre bruit. Un des jeunes apprend à déchiqueter son repas tout seul. Chez nous, 80% des proies du cresserelle sont des campagnols et des mulots.
Voici des pelotes de réjection. Je vais en ouvrir plusieurs. Ce sont des boulettes faites de débris non digérés des proies et rejetées périodiquement par le bec. Elles n'ont pas d'odeur. Elles sont composées principalement de poils, de plumes et d'os qu'on aperçoit. Dès que la proie arrive dans l'estomac, les sucs digestifs font leur travail et ils réduisent la viande en bouillie. C'est dans le gésier que se rassemblent les résidus indigestes des aliments. Grâce au mouvement musculaire, ceux-ci sont agglomérés en boulettes compactes avant d'être rejetés par le bec lorsque les pelotes ont atteint une certaine dimension. Les pelotes qui viennent d'être rejetées sont encore enduites d'un film de mucus facilitant leur transit dans l'œsophage et maintenant leur cohésion. Par rapport aux pelotes des rapaces nocturnes, celles du faucon cresserelle et des autres rapaces diurnes contiennent assez peu d'os, en général à demi rongés par les acides, et même parfois plus d'os du tout, comme vous le voyez. La raison, la voici, les rapaces diurnes possèdent des sucs digestifs très puissants qui font même disparaître les crânes. Je vais maintenant les mettre dans de l'eau pour mieux voir les os. Voici les résultats dans plusieurs pelotes de réjection. Le jour de l'envol va bientôt arriver. Au-dessus de leur tête, les parents étourneaux continuent à nourrir leurs petits. Bizarre d'être locataire à côté d'une nichée de faucons. Il ne reste plus qu'un jeune faucon. L'autre s'est envolé. Leurs premières expériences de vol se font sans même qu'ils s'en aperçoivent. Mais le plus dur, c'est d'apprendre à chasser. Heureusement, les parents sont encore là pour apporter de la viande fraîche. La mortalité reste très grande pendant toute la première année. 6 faucons sur 10 ne verront pas le printemps qui suit leur naissance. Seuls les plus solides atteindront 8 ou 9 ans. Le record de longévité, 16 ans et 3 mois. Ils se préparent également à sortir du trou. Pas facile la première fois. Bonne chasse, petit faucon. Il se risque au bord du nid. Il agite ses ailes frénétiquement, mais la plateforme devient vite trop étroite.
Au mois d'août, les jeunes cresserelles savent se débrouiller tout seuls. Ils partent explorer le monde. Certains vont s'installer à côté, d'autres font des centaines de kilomètres pour un nouveau territoire. Puis, avant l'hiver, des jeunes et des adultes partent en migration. Les plus aventureux franchissent les montagnes, survolent les mers et le Sahara. D'autres, plus casaniers, restent chez eux, malgré le froid. Voilà que bientôt mon histoire va se terminer. Le nid est vide. Voudront-ils revenir l'année prochaine? Il peut se passer en un an plein d'événements. Et puis il y a le projet de la future rocade, à moins de 50 mètres de leur refuge. Les rapaces, comme d'autres espèces d'oiseaux, ont souffert des activités humaines. Dans beaucoup de pays industrialisés, leur nombre ne représente plus qu'une faible fraction de ce qu'il était il y a 100 ou 200 ans. Réglisse continue sa vie de chat, c'est-à-dire dormir et manger. Tant mieux pour la gent ailée. Chaque année, en moyenne, une mésange survit de chaque couple d'adultes. Aussi, sur une couvée de 9 œufs, comme celle-ci, il suffirait qu'un seul survive pour remplacer un de ses parents. Petit rappel, la mésange bleue appartient aux espèces protégées. 3 grands facteurs ont contribué au déclin de ces populations. La destruction de leur habitat, la persécution délibérée et l'utilisation de pesticides dans l'agriculture. Les destructions d'habitats n'ont jamais cessé depuis que l'homme a commencé à cultiver la terre, mais elles se sont accélérées ces dernières années. Les superficies de forêts détruites, de marécages asséchés et de terres cultivées ont considérablement augmenté. Les problèmes créés par l'utilisation des pesticides et d'autres produits chimiques toxiques sont relativement récents. Ils sont apparus au moment de la découverte du DDT. La plupart des espèces de rapaces sont limitées à un certain type d'habitat, et à l'intérieur de cet habitat, leur nombre est limité par les disponibilités en sites de nidification et surtout en nourriture. Dès lors, toute forme d'utilisation de la terre qui dégrade ou détruit un habitat naturel, et par conséquent les proies qui y vivent, peut provoquer le déclin d'une population de rapaces. Aujourd'hui, on estime que près de 1200 espèces d'oiseaux sur les 9900 que compte la planète sont menacées de disparition si rien n'est fait pour les sauver. Cela représente tout de même 12% des espèces connues. Protéger les oiseaux, c'est avant tout protéger les milieux naturels et limiter les pollutions. C'est donc protéger l'homme, qui ne pourra pas vivre longtemps dans un environnement dévasté. C'est aussi pour chacun d'entre nous, et chaque jour, accepter le voisinage des animaux. La planète n'est pas faite que pour les humains. Le faucon cresserelle est le plus commun des rapaces diurnes. En débarrassant les champs des mulots et des campagnols, il est utile à l'agriculture et devrait être l'ami de tous. Pourtant, bien qu'il soit aujourd'hui protégé, il est encore bien souvent victime de la bêtise des hommes. Beaucoup de faucons ont payé de leur vie cette coutume visant à éliminer les espèces dites nuisibles parce que présentes en trop grand nombre. Chaque année, en mai et juin, les chasseurs français tiraient dans les nids de pies et de corneilles aperçus dans les arbres, ignorant que les faucons et les hiboux les utilisent aussi pour nicher. Il a fallu attendre 1989 pour que cette pratique dangereuse et inutile soit interdite. Malgré la loi qui les protège, de nombreux faucons sont encore tirés chaque année par des chasseurs sans scrupules. Les centres de soins qui récupèrent les animaux blessés en recueillent entre 150 et 200 par an, dont un bon tiers criblé de plomb
les autres électrocutés ou empoisonnés par des pesticides. En tant que prédateur, placé en fin de chaîne alimentaire, le faucon concentre en effet les produits toxiques contenus dans ses proies. Aujourd'hui, le faucon cresserelle se porte bien. Il est même présent partout, dans les campagnes, sur les bas-côtés d'autoroutes, au sommet d'écoles ou sur les falaises du bord de mer. Bravant la pollution, il niche même au cœur des grandes villes. À Paris, il s'est installé dans la Tour Eiffel, à Notre-Dame et au château de Vincennes. On le soupçonne même d'avoir fait son nid dans une tour de verre et de béton de la Défense. Ayant su s'adapter à la vie des hommes, il profite de tous les bons coins. C'est comme un espoir qui se lève, bruissement d'ailes à l'infini, qui nous fait dire c'est beau la vie. Le rouge-gorge gonfle ses plumes, le hibou chante sous la lune, les aigles d'or tournent en rond dans le soleil vers l'horizon. Moineaux des champs, pigeons des villes, vivre longtemps n'est pas facile. Et si l'on veut vous écouter, il nous faudra vous protéger. 100 000 oiseaux autour du monde ont pris leur vol pour une ronde, ronde d'amour et liberté. Pas de frontières pour l'amitié. 100 000 oiseaux dans les nuages, toutes couleurs et tout plumage. C'est un arc-en-ciel, un cadeau. Rien n'est plus tendre